que je compte, c'est... Au fond, l'occupation, moi, chez moi, avec mon père, ben, il souffrait moralement, surtout, j'ose dire. On a fait la guerre de 14-18 qui était terrible. Moi, j'étais bercée dans l'enfance que des souvenirs de la guerre de 14-18. Hein. Je veux dire, on ne fera pas. Et la plus grande souffrance, c'était mon père, quand il y a eu la déclaration de guerre, d'aller voir mon frère qui était à Cherbourg, et qui était soldat, et il aurait voulu partir à sa place. Bon, j'avais 12 ans à la déclaration de guerre. Je me souviens très bien 16 ans. D'entendre le tocsin sonner. C'est la mobilisation, la guerre, et j'en ai été vraiment bousculé. Car j'ai pensé tout de suite à tout ce que ça entraînait, à savoir le départ d'un frère de 20 ans et 5 de mes beaux-frères qui sont partis immédiatement. Et c'est vrai que j'étais pétrifié, pas à l'aise du tout. Hein. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. C'est la peur qui s'installe, quoi, un peu. Hein. Oui, bah oui, c'est la peur qui s'installe. C'est la peur qui s'installe, oui, c'est ça, oui, non, mais c'est bien. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Et je me rappelle, je faisais un panier en osier. Ça m'avait tellement découragé, j'ai foutu le panier en l'air. Ah oui. Ah bon? J'ai entendu le tocsin. Ah, vous l'avez entendu? C'était encore ding, 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 ding à la cloche de l'église. C'était pour les pompiers. Hein. Alors ça faisait quand même une drôle d'impression. On ne peut pas dire que vraiment la vie a décliné, non. Mais le soir, on nous disait il va y avoir l'extinction des feux, il va y avoir... on espérait toujours que les Allemands n'allaient pas arriver, mais malheureusement, on les a vus arriver un matin et on s'était mis derrière. On n'avait pas voulu ouvrir nos volets parce qu'on avait un peu peur. Hein. À cet âge-là, on se demande comment ça va se passer. Hein. Vous avez fait une telle description de la guerre précédente qu'on disait, bon ben... Oui, mais ça n'avait rien de comparable quand même avec non, la guerre de... Non, avec la guerre de 1914, mais enfin... Les Allemands, pour nous, c'était la hantise de les voir arriver dans notre village. Hein. Et par rapport aux Allemands, il y avait une idée qui était entretenue d'envahisseurs, D'envahisseurs, oui. Oui, on pensait qu'ils allaient fermer les boutiques, envahir un peu partout. Non, ils n'ont pas fait ça. Hein. Non, ils ont pris différentes choses. Chez les cultivateurs, par exemple, chez papa, chez mes parents, ils ont pris un cheval. Je me souviens des premiers moteurs, les moteurs allemands, et arrivaient derrière la ferme, ils voyageaient dans tous les petits chemins. Il y avait le père Chapelle qui était là, et il voit l'allemand, il dit qu'est-ce qu'il est venu nous faire chier là, celui-là? Peut-être que comme ça. Il est venu nous voir ce qu'on faisait. Et le père, justement, on était en train de boire un coup de cidre avec le père Chapelle. Et il a offert un verre de cidre, il l'a bu. Moi, j'ai dit, si ça se passe comme ça sera bien. Et les Allemands sont aussi, mais ça n'a pas duré. Hein. C'était ma sœur qui faisait sa communion, puis comme il suivait. Et puis alors c'était le repas, alors on était quand même une quinzaine. Alors il demande à réquisitionner l'écurie, une chambre. Ça. Alors ma mère dit ah ben non parce que j'ai tout mon monde là, j'ai toute ma famille. Ah mais ça fait égal. Alors ils se sont installés tous dans la salle, 13. Oui. Et puis les officiers, 2 officiers dans la chambre à ma mère qu'ils avaient réquisitionné. Mais t'es pas méchant. Dans les fermes, t'es pas méchant. Il y avait une discipline. Hein. Attention. Est-ce que vous avez été frappé par la population des Allemands, le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes Allemands Oui. Qui avaient peut-être 16 ou 17 ans, quoi. Enfin, oui. Ça nous a marqué parce qu'au fond, on a pensé un peu aux nôtres. On est égoïste dans ces moments-là. On se dit, bon, ben, les nôtres sont là, mais pour les familles, ils tiennent aussi à leurs enfants, ces gens-là. Hein. Ils étaient comme tous les parents. Mon père un jour, à la ferme, moi je travaillais au château, puis mon père, j'étais après. Quand ma petite était au château, il n'était pas à la ferme, chez mes parents, il n'y avait pas de place.
Il y avait tous mes frères et sœurs qui étaient là. Il y a un jeune cabot, un petit routier, je l'avais encore. Il faisait chaud au crâne, il avait le revolver, il était fier. Ça même chez mon père après manger, mon père on était encore en train de manger. Il met le revolver sur la table. À boire ou je tire, qui fait où ça? Mon père dit bougez pas, ne bougez pas. Mon père il s'en va au château, il dit rien à personne, il était resté, ils s'assisent tous les deux. Mon père dit ne bougez pas de là. Mon père s'en va au château, il a trouvé le capitaine. Eh bien, il a eu honte, je vous garantis. Le capitaine, il a envoyé 4 Allemands les chercher. Il a dit à mon père, vous restez ici, devant mon père, dès qu'il arrivait. Des galons, comme ça, il a tout arrivé. Il a arraché la veste, le revolver, hop, il a désarmé devant mon père. Là, il y avait une discipline, je vous garantir. Et il était gentil, le capitaine. C'est lui qui m'avait dit que le débarquement était là. Moi, il était gentil comme tout, mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait des disciplines. Oh là là. En général, ils étaient polis et corrects. Je serais restée seule à la ferme avec tous les Allemands qui occupaient, que je ne serais pas restée seule à la ferme avec les Américains. Ça, Pas le même comportement. ah non, pas du tout, pas du tout. Non, il y avait beaucoup plus de discipline chez les Allemands, puis enfin, ils étaient exigeants au point de vue savoir-vivre. Oui. Oui, Enfin, il y avait des exceptions. C'était des hommes, quand même. Oui. Je restais bien longtemps toute seule. Ma mère était occupée forcément à la ferme. Puis je restais toute seule. T'es poli, Eh ben, il y a jamais il y en a qui Et ils traversaient la salle, la cuisine, pour aller dans la salle. Il y en avait 13. Au niveau du ravitaillement, tout ça, vous n'avez pas eu de problème, vous? Ah ben nous non. Nous non, parce que il y avait des gens qui tuaient des veaux, tout ça, alors on a toujours eu quelque Tout chose. pendant l'occupation, disons la famille Le Neveu était où est M. Calu, et tous les vendredis, André Toquel, frère du maire, venait tuer un veau. Alors les gens du bourg venaient chercher de la viande. Pas tout le bourg, enfin. Et puis on en envoyait aussi beaucoup à nos cousins de Paris. Ah oui. Oui, là, alors là, on en a fait des colis pendant la guerre. Et la solidarité quand même. Hein, Il y avait des cousins à Paris, oui. Et ça a marché. Même au niveau du village, quand même, les gens étaient solidaires. Ah oui. Oui. Et puis ils ne se seraient pas dénoncés. Hein. Non. Le rutabaga, c'est un légume, enfin c'est surtout pour les animaux, les lapins ou les vaches, mais comme le céleri, c'est pas la même couleur que le céleri, mais comme les boules de céleri. Et on en trouve encore sur les marchés. Bon, on les faisait cuire comme ça, puis on faisait de la purée parce qu'on n'avait pas de pommes de terre assez. Les topinambours, c'est un genre de pomme de terre au fond. Oui. C'est un genre de pomme de Ah terre. ben, on en mangeait pas mal. Et puis, petits c'est un faits. petit peu goût d'artichaut. Alors on mangeait ça comme ça, c'était cuit. On mangeait ça à l'eau, que le beurre et tout ça, c'était un peu de sortie. À cette époque-là, les marais étaient blancs partout. Ah bah oui. Et au commence d'hiver, ça gelait beaucoup, beaucoup. Hein. Et dans certains marais, on marchait sur la glace. Alors mon père, qui était braconnier, il est très bon chasseur, mais braconnier en plus, et puis il fallait trouver de quoi manger. Ben, il avait des pièges, on appelait casseroles. Il allait les tendre le soir tard, parce qu'il y avait du gibier en masse. Et puis le lendemain matin, lui, il s'en allait travailler. Mais maman, elle, malgré les 8 enfants qu'on était, eh bien, elle allait relever les pièges le lendemain matin de très bonne heure. Elle avait, alors il y avait des canards, elle ramenait son sac tout plein. On faisait du savon. Oui. Parce que M. Toquet donnait de la graisse, du bœuf, enfin. Et puis on achetait de la soude caustique. Ça cuisait je ne sais pas combien de temps. Puis Vous après. faisiez cuire le gras Oui, et, avec la soude caustique dans une marmite. Et puis on découpait après. Et on avait C'était dans des moules et puis on coupait en... et ça servait de savon. Ah bah oui. Monsieur Mao, quand il s'est marié pendant la guerre, il n'y avait pas de costume de mariée. Et pour le marier, ben, c'est un voisin qui a prêté son costume. On manquait certainement, on n'était pas, on ne choisissait pas. Et puis les chaussures, on n'avait pas trop de chaussures, on avait des chaussures à semelle de bois. Oui. Les Allemands nous avaient pris le logement chez nous,
Il nous avait laissé juste 2 chambres et une cuisine. Et tout le restant, il avait pris. On était à 7, hein. Il fallait s'occuper avec ce qu'on nous avait laissé. Et ben moi, comme il n'y avait pas grand-chose à manger, il y avait qu'à 5 €. Toute leur viande et tout ça était dans la salle qui nous avait pris. Ben avec mon crochet, je donnais à manger dans le quartier. On faisait des kermesses au château chez Monsieur de Houdotto. Oui. Et chez Madame le Neveu, où habite Monsieur Calu. On faisait surtout au salon de thé chez Madame le Neveu. Mais chez Monsieur de Houdotto, on tricotait, on faisait un tas de choses. Et puis on faisait des gâteaux, on essayait de faire, d'obtenir quelques dons pour pouvoir faire des colis aux prisonniers. La radio, est-ce qu'on écoutait la radio? On écoutait la radio en douce, oui, Ah oui. un peu, oui. Oui, en douce, comme Oui, tu dis, mais ça, la radio anglaise. Ce qu'il y avait aussi, on avait le couvre-feu. Et là, je parle sous l'occupation du temps des Allemands. Il fallait, dès la nuit tombée, qu'on n'aperçoive pas un filet de lumière. Un filet de lumière. Ah, mais ça coûtait cher, là. Ah oui, d'abord, quand ils apercevaient un filet de lumière, boum, boum, Oh là là lumière. là là là. Nous avons compris que le débarquement allait bientôt arriver, c'est l'avant-veille, quand on a vu des avions américains qui bombardaient la pointe du Hoc. De chez nous, on voyait les bombes tomber. Chez nous, les bombes devaient être énormes, et nous, pareil, c'est grosses comme des cigares. Et la terre tremblait même un peu chez nous. Ils sont partis la veille du débarquement. Oui, ils ont ramené toutes leurs munitions et leurs canons. Les canons, oui. Oui, il y en avait un qui était à Beauvais, il y en avait un qui était... Il y en avait un gros à Beauvais. Oui, Il y avait 6 chevaux pour les traîner. Ils tournaient. Alors là, vous savez, hein, la vitesse qu'ils allaient, on entendait les... C'était pas des pneus, mais enfin c'était des... Oui, non, c'était des roues en fer. Et puis pour le débarquement, ben, c'est un peu les bombardements sur la côte, toujours dans les soirées, vers 4 ou 5 heures. Les rafales de bombes tombaient les uns après les autres, toujours à peu près à la même heure. Et ces messieurs les regardaient par les fenêtres comme ça. Et ils étaient pas, à mon avis, ils n'étaient pas très étonnés qu'il y aurait eu du changement sous peu. Et nous, on sentait aussi que ces messieurs étaient un peu excités. Un caporal allemand, il avait dit demain, Morgan, Tommy ici, j'avais dit. Oh, il était fou, hein. Mais c'était vrai quand même, c'est le lendemain. Hein. Il y avait une nuée de bateaux sur la mer, c'est incroyable. Hein. On se demandait comment il avait pu arriver là avec si nombreux. 2 jours avant, mettons 2 jours avant, je sais pas n'importe. 3 avions anglais, ils sont emmenés pour couper la route, pour les empêcher de passer. Ils ont fait 3 tours, 3 petits chasseurs, ils ont envoyé toutes les bombes, ils les ont envoyé à la Belgique, ils n'ont pas réussi à couper la route. C'était pas des malins, ils auraient dû la prendre en long. Ah non, ils tournaient, on veillait. Ben, ils ont juste pris un mètre sur le bord, vous voyez, ils ont fait 3 tours. Il n'y a pas un Allemand qui était là, il n'y a pas de DCO pour tirer dessus. Pourtant, il descendait à Rose, à 15 mètres du sol. Non. C'est-à-dire que le dimanche du débarquement, j'étais au bal à Étainville. Et j'étais même avec ma cousine. Et il y a des forteresses qui venaient bombarder des grandes villes. Je ne sais pas si c'est Tours ou ailleurs. Et en passant, ils ont lâché des bombes. Et ma cousine me dit, mais sais-tu où c'est que ça tombe à peu près? Ben, je dis, c'est dans le village de Criqueville. Effectivement, sa mère demeurait à Criqueville. Elle avait vu une maison quand elle est arrivée. Le 8 juin, ici, à la Cambre, à 10h, dans la route, là. Et là, c'est un herbage. Et la route qui passe devant votre maison, à la vieille place. Ah ben, pour ça, il y en avait plein la route. Ça sortait de partout. Dans les herbages, partout. Et puis, ils ne faisaient pas de bruit, parce que nous, avec les Allemands, il avait les bottes ferrées, ça claquait. Eux, c'était du caoutchouc, vous savez, ils faisaient ça en souplesse. On se demandait... comme ils étaient habillés, on se demandait qu'est-ce qui arrivait. Les casques étaient pleins de feuilles, de tout ça, sur les bras, partout.
C'était des sorties de prison, mais je vous garantis que c'était pas des gars qui avaient froid. Hein. On sentait qu'ils voulaient y aller. Hein. D'abord, ils ont rentré dans la cour chez toi, là. J'ai servi à boire pendant 1 heure. D'abord, ils l'ont vidé un tonneau. Un tonneau de cire. Oui, en 2 jours. Alors le monsieur, hello, il dit, voilà les Allemands, voilà les Allemands. Oh bah dis donc, on n'était pas rassuré. Puis sur le coup, il s'est dressé, puis il a dit, oh c'est pas les Allemands, ce sont les Américains. Alors on est tous sortis, très heureux forcément. Et puis on entendait un silence, parce qu'à cette époque, c'était pas les chaussures à clous, c'était les chaussures super légères et silencieuses. Alors aussitôt, ils nous envoyaient des cigarettes, des vêtements, il y avait de tout, quoi. Là, ça s'est battu toute la matinée, quoi, le 8. Hein, le 8 dans la matinée, quoi, puisqu'ils sont arrivés de bonne heure. Le 8, les Américains sont arrivés le 8 juin. Le 8 juin, quoi, ils étaient à 6h du matin, je crois. Ah oui, quand ils sont entrés dans le... Ben là, tu les as vus, ils rentraient, quoi. Et puis alors, bon, bah dans la... parce que toi, t'étais là. Ben, moi, j'étais là, moi. J'étais là avec mes parents à la ferme, oui. Oui, parce que c'était le dimanche, dans la nuit du dimanche au lundi, les Américains avaient bombardé les perruques à Mézy, qui étaient minées, il y avait des mines partout là. Hein. Et bon, bah ça, ils avaient tellement bombardé que les maisons bougeaient comme ça, quoi. Et puis le jour de débarquement, eh ben, les Américains arrivaient à 5h30, je crois, du matin, je ne me rappelle pas trop. Avec un tank tous les 40 mètres et puis un Américain de chaque côté tous les 2 mètres à peu près. Puis 1 heure après, les bombes sont tombées dans le bourg. On était sous l'escalier, auquel on cambole actuellement. On voyait les boules de feu passer à 60 cm. Et la chose qu'on faisait, on priait sans arrêt, en attendant que ça se pose. La famille, le neveu, était dans sa maison là. Au moment du débarquement. Alors, la veille du débarquement, ils disent on va quand même aller à l'abri, on nous dit d'aller à l'abri, mais je crois qu'il faut aller à l'abri. Et dans la nuit, tout le monde s'en va à l'abri. Madame le boitillant avec ses clac-clac-clac, son sac, hein. Et puis ils s'en vont dans un abri. Entendant que ça tapait quand même pas mal vers, parce que en fait, l'artillerie américaine tapait sur ses propres troupes. Ah oui, ça je le mets là, oui. Parce qu'ils avaient avancé plus vite que prévu. C'est ça. Ils n'avaient pas restitué leur position, si bien qu'il y avait un canon qui était devant la maison de mon parrain, là, qui tirait sur les Américains qui arrivaient au lieu de l'escure. Voilà. Moi, j'ai montré au moins une douzaine de soldats américains à la Croix-Rouge pour qu'ils aient... Mais ils étaient morts, tous. Des soldats, là, avec des petites chaussures élastiques, et puis un casque, un filet, et puis pain noir, sous la haie entre les 2 entretenants. Il y en a un qui m'aperçoit, allez hop, ici, monsieur, tout de suite. Bon, il me met le fusil, la baïonnette au fesse, il me dit par là, direction à la route nationale. Et j'ai traversé 2 herbages, et j'ai arrivé là, juste où est le cimetière allemand maintenant, avec le petit gars qui était avec moi, qui s'appelle Jean-Marie, et vous avez vu. En arrivant à la route nationale, je voyais un char qui venait, et puis ça mitraillait pas mal. Alors je traverse pas. Il me dit si, il faut traverser tout de suite. Alors j'ai traversé bien vite avec mon petit gars, on s'est allongé dans le fossé, et tout de suite ils m'ont dit bon, on veut des renseignements. Ils m'ont sorti un plan, tout était marqué, il n'y avait pas un pommier de pas marqué, j'ai pas besoin de leur dire mon nom, ils savaient tout. Mais ils m'ont dit voilà, il y a un canon qui tire là, qui nous ennuie beaucoup, on voudrait savoir où il est exactement. Ça tombait bien, il était à Cardonville, à 1 kilomètre de là. J'étais passé la veille. Alors sur leur carte, j'aurais dit, voyez, il est là, exactement ici. Et 5 minutes après, je voyais les obus de Mourine qui arrivaient à l'endroit où il était. Et puis un quart d'heure après, il avait le sourire parce qu'ils m'ont dit, ça y est, il nous tire dessus. Alors, il avait sorti le chocolat, les cigarettes, les chewing-gums, on en avait à profusion. Ce qui m'a le plus étonné, c'est leur arrivée avec leur char et la façon dont ils s'étaient placés pour tirer sur la maison chez Pierre Gillin. 21 ou 22 pièces qui s'étaient installées, bien rangées.
et qui tiraient par ordre, à tour de rôle. Et je les ai vus, ils passaient sur la route, en face de la ferme. On leur avait mis une grande table avec de la boisson du Sud, du lait s'il avait voulu. Il y en a quelques-uns qui arrêtaient pour boire, mais ils étaient méfiants forcément. Hein. Il y a des malheureux, des jeunes qui disaient « je ne reverrai jamais ma maman ». Par exemple, c'était pénible. Dans la nuit, forcément, c'était assez dur parce que bon, les Allemands bombardaient. Des obus, coupaient les branches en passant au-dessus de l'abri. Alors, tout ça, forcément, ça fait peur quand on est jeune. Même les vieux avaient peur, alors je ne vais pas vous dire. À Verville, forcément, il y avait tous les bateaux. C'était noir, on ne voyait même pas la mer. Tellement qu'il y avait le bateau. Puis les saucisses. Là, parce qu'il n'y avait pas assez de soldats pour vider les péniches. Et on était une cinquantaine de grands copains à aller décharger les péniches de débarquement. Là. À Verville. Oui, oui. C'est pareil, on était nourris et payés. Deux jours après, le lendemain matin, le midi, on était en train de manger à table avec des gens qui étaient chez moi. Hop, un coup de pied dans la porte, un Américain avec une mitraillette. Il nous regarde comme ça. Alors je dis surtout, bougez pas, attendez, ça va se passer. Et puis au bout de 2 minutes, je lui présente la carafe, je lui dis, boire un coup. Non, non, il me fait signe. Alors bon, il me ramène avec la baïonnette aux fesses. Il a fallu faire le tour des communs des greniers, moi devant, pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'Allemands dans la maison ni dans les communs. Ça s'est bien passé. Il est reparti, on ne l'a pas vu. Et puis après, c'était l'occupation américaine. Je vois un Allemand, un petit jeune qui sort dans la cour avec son fusil sur le bras en pleurant. Il s'était caché dans les greniers, sous du foin. Et puis, il avait 17 ans, c'était un gamin. Oh, il me dit, monsieur, les Américains, ils vont me tuer. Je lui dis, non, non, ils ne vont pas te tuer, ils ne sont pas si méchants que ça. Je l'ai pris, j'ai pris son fusil et je l'ai emmené aux officiers américains dans l'avenue du château, qui l'ont ramassé sans lui faire de mal, ça s'est bien passé. Les Américains, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Ah, tout. Il y avait les paquets de chewing-gum, il y avait les papiers de bonbons, il y avait les cigarettes, il y avait des cartouches, mais il y avait aussi des petites boîtes de 5, il y avait toutes sortes de conserves, il manquait de rien. Tous les pansements, c'était pacté, mais en plus du pactage, ils mettaient de la paraffine dessus. Ah oui, oui. De façon, si ça tombe à l'eau, ça ne soit pas mouillé. Ça ne soit pas mouillé. Hein. Depuis le temps que ça durait. Alors on n'a pas grand-chose à manger, rien à se mettre aux pieds, rien sur le dos. C'est mort. On verra que ça se termine. Alors les Américains ont été les bienvenus. La culotte, les chaussures américaines, la chemise, tout américaine, un beau petit blouson. Ah ben les enfants étaient toujours avec eux, évidemment. Puis d'abord on voyait passer des camions entiers de morts pour aller à mon cimetière. Ouais. Ben oui, d'abord ils mangeaient tout, aussi bien allemands qu'américains étaient tous dans le même camion, puis ils en partaient là-bas. Et on partait le matin et on rentrait le soir, tout petit là. Et bon, on a un bon souvenir des Américains. Pour des gosses, c'était... Ils vous gâtaient? Ah oui, là. On était heureux, les gosses. Ce qu'ils avaient fait, tu dois t'en souvenir, si tu arrivais, ils se sont jetés sur les fameux terrains d'aviation, les Américains, avec leurs bulles et pelles. Ah ben tu penses. Hein? Alors c'était... Bon, j'ai jamais vu une pareille rapidité avec du matériel super moderne, quoi. Bon, je pense, l'espace de 3 jours, ils ont fait l'augmentation là-bas. Hein. Ah oui, c'était rapide, avec les engins qu'ils avaient de la place. Ça vous a impressionné, ça? Ah ben, quand on est enfant, évidemment, il y avait des engins énormes. Hein. Et puis après le débarquement, j'ai travaillé là, au cimetière, au camp d'aviation, et ils nous avaient appris, d'ailleurs, à travailler avec des gants, parce qu'eux, ils ne travaillaient pas sans gants. Hein. Et en plus, c'était très dangereux, c'était des rouleaux de fil de fer, le grillage américain, qu'on appelait ça, et pour le dérouler, on le déroulait,
Et après, il fallait le tordre parce qu'il était comme ça. Et on avait des clés, des clés. On tordait pour rétrécir le grillage. On était en retard d'une guerre, tout au moins ils étaient en retard d'une guerre, et c'est là qu'on a vu les tronçonneuses, les bulldozers, le matériel formidable, et à la vitesse où ils ont fait le camp d'aviation. Et puis ce qui nous frappait aussi, c'est le bruit infernal que ça faisait. Il commençait de très bonne heure, surtout au mois de juin, les jours sont très longs. Et ils partaient bombarder, on nous disait qu'ils bombardaient Saint-Lô. Ah ben ils nous passaient sur la tête, là. Ben, le camp d'aviation était là, derrière. Ça allait jusqu'à Longueville. Et puis alors, il y en avait un à la camp Criqueville, derrière chez en Ravenel. Et il y en avait un à Cardonville. Ah mais il y en avait partout, là. Oui, mais nous, j'étais jeune, bien sûr. Et on demeurait dans la maison qui est là, il y avait une fenêtre de chaque côté. Mais on faisait la navette d'une fenêtre à l'autre parce qu'on entendait les avions arriver, alors vite on courait à une fenêtre pour les voir passer. Ah ben ils démarraient juste là. Et ah oui, ils Pierre passaient Auster, vraiment là, sur la il était tête, pas- mais ils étaient énormes. Ah, il y avait beaucoup de trafic, oui. C'était des petits, c'était pas des gros appareils, hein, c'était, non. Les appareils où ils mettaient 2 bombes, puis c'est tout, hein. Parce que l'hôpital américain servait justement aux soldats qui étaient morts à Saint-Lô. Oui, oui. Ah oui. Je crois que Oui. l'hôpital américain était sur des terrains qui appartenaient à votre famille. Oui, là où nous sommes, là. Comment ça s'appelait, ces pièces-là? Ici, ça s'appelait la Peste Neuve, et en dessous, ça s'appelait le Quesnay. C'était des tentes, c'était... Oui, c'était des tentes. Oui. Ils avaient construit des routes, ils avaient installé un château d'eau, salle de cinéma, c'était... Salle d'opération. Ah bah, 2 ou 3 salles d'opération, oui. Mais non, on n'a pas de... C'était Vous avez très bien organisé. Vous voyez tout ça qui s'installait à côté de chez nous, ça fait dire. Il a été monté très rapidement. Oh, très rapidement. On voyait les blessés de Saint-Lô venaient ici. Vous vous souvenez, là, Ah du oui. moment Bon, on communiquait avec les Américains, là. Ils venaient faire la causette avec nous le soir et tout ça. Et alors ils disaient, les Allemands ont repris Saint-Lô, il va falloir qu'on reparte. Après, on a repris Saint-Lô, mais ça a tenu longtemps, Saint-Lô. Et vous aviez une infirmerie à côté de chez vous? Dans un la champ? campagne, la grande campagne qui était au périmètre. Il avait mis des tentes partout et il ramenait toujours des blessés. On voyait toujours la voiture de la Croix-Rouge qui arrive à emporter. C'était juste en face. Donc il y en avait à plusieurs endroits en fait. Hein. C'était plein, alors ils venaient remettre là-bas. Alors les tentes, on était les uns à côté des autres. Moi je crois qu'il y avait peut-être une trentaine de... Chacun... Alors on a été bien soignés, chacun... On était sur... Ils étaient déjà bien équipés, il y avait les lits de camp, les couvertures. Et c'est là qu'on m'a fait ma piqûre de pénicilline et puis qui m'a sauvée. Mais ce qui m'a frappée, moi, c'est quand je suis arrivée, alors, j'étais jeune, bien sûr. Vous, mademoiselle, c'est ça qui me frappe. Vous, mademoiselle, ben oui, vous, les Allemands, correct. Je dis oui, les Allemands, correct. Je crois qu'ils s'imaginaient que tous les Allemands, tous les Allemands violaient les jeunes femmes, parce que c'est ça ce qui les importait. Une nuit, il y a un avion, mais la guerre, c'était fini, hein, c'était passé chez nous. Hein. Il y a un avion qui a perdu un obus à ras-le-mur chez nous. Et on dormait tous les 6, 4, 5, 7, la tête au mur. Et l'obus est tombé à 1,50 m du pignon. Par contre, moi je ne me souviens pas, je ne l'ai pas entendu. Là. Je devais dormir profondément. Alors là, on a eu une chance. Alors, la bombe a tombé au Carrefour Gaulle. Il était 11h le soir. Là, il n'y avait plus personne, on s'était couché de bonne heure. Et puis on a été réveillé par la bombe qui était tombée. Alors, du haut en bas, on a descendu. On ne s'est pas rendu compte d'avoir descendu d'en haut, hein, puisque les chambres étaient en haut. Donc la famille Bunel a été tuée cette journée-là. Ah oui, c'était terrible ça. Hein.
Et le cimetière allemand, vous y êtes allé, enfin qui était au début américain d'ailleurs? Américain, disons que c'est un cimetière pour, Bah, pour tout le monde. c'est-à-dire qu'on l'a vu, on l'a vu creuser, on l'a vu leur, Oui. quand ils creusaient les tombes. Oui. Par exemple, quand les Américains, ils charriaient tous les morts dans des JMC. Ah bah oui. Et ils faisaient le bon, tri là-bas dans le petit chemin qui est à côté du cimetière. Vous savez, il y a un petit chemin. chemin, Eh bien, là. il est rangé, Il est rangé là, et c'est là dans qu'il l'étoile faisait de le temps. tri. Hein, dans l'étoile de temps, c'est là qu'ils faisaient le tri. Bon alors, il y avait un carré pour les Allemands, un carré pour les Américains, un carré pour les Polonais, un carré... Voilà quoi. Ils les empilaient. Ah oui? Ils les empilaient en croisillant comme ça. Ils mettaient des bâches là-dessus. Et j'ai même vu des fosses creusées, parce que les Américains étaient enterrés à l'entrée du cimetière et les Allemands au fond. À la Cambre, bien sûr. Je ne sais pas si tu en as vu, mais j'ai vu des Allemands qui étaient enterrés en bordure de route, avec les bottes qui sortaient. Tous les tués du coin venaient au cimetière là. Je me rappelle, il y avait un tas de morts, il y avait des Américains qui étaient employés seulement, qui découpaient les poches pour tirer les papiers de dedans. Il y a une bazar. Hein. Oui, pour faire la liste de tous ceux qui étaient Oui. morts. Quoi. Allemands et Américains. Et Allemands, et- Parce que c'était le mix, le cimetière avant. Après tout ça, il y a eu un accord de fait qui renouvelait les Américains qui étaient dans le cimetière là pour les remettre à Colville. Et c'est là qu'on a travaillé au cimetière allemand, à déterrer les Allemands, pour les regrouper en tranchées. On faisait des grandes tranchées de 20 mètres, et on les mettait les uns à côté des autres, dans des sacs, un genre de pouc, vous savez. Il restait que les os. Hein. Et j'ai même vu des corps de soldats allemands sans aucun sac, rien du tout. Et les gens pouvaient passer comme ça. Et oui, ils laissaient les gens aller voir, oui. Et c'était moche. Moche. Pour les deux parties même. Parce que même pour les deux parties, plus on avance en l'âge, plus on se dit, pourquoi tout ça? On ne peut pas dire qu'on avait des bons souvenirs. Il y en a des bons et des mauvais, si vous voulez, forcément. Ben, je sais pas, on était là, il y avait rien, il y avait pas grand-chose. Oui, mais on se contentait de ce qu'on avait. On se contentait de... Bon, c'était le bord de la camp, c'est tout, on n'allait pas plus loin, on était à pied. Oui, ben, vous savez. On vivait comme ça, quoi, je sais pas. Mais oui, mais on vivait bien, on a pris des bonnes parties de fou rire quand même entre Oh deux. ben hein. bon, on s'amusait entre jeunes. C'est-à-dire, on voyait moins le danger, d'accord. Alors qu'on a les grands-parents, ils ont fait 14-18, les parents ont fait 39-45, et puis nous on a fait l'Afrique. Alors la guerre, on a marre, si vous voulez. C'est pour ça. J'admire ce qu'ils ont pu faire, surtout tous les jeunes qui sont venus se faire tuer là. C'était désintéressé pour eux, ils n'avaient aucun intérêt personnel. Et maintenant, je n'aime pas entendre dire du mal des Américains. J'estime qu'on leur doit une reconnaissance jusqu'à la fin de nos jours. Toujours le cimetière américain. Ah, ça fait mal quand on voit tout ça. J'y vais souvent, presque tous les ans, même entre deux. Je trouve qu'on a tellement remerciements. Ben, mon père avait perdu son frère à la guerre 14-18, et quand ma grand-mère a appris le décès, eh ben, sa réflexion c'était oh ben moi je m'en fiche qu'il soit français ou allemand, moi j'ai perdu mon fils. Moi, pour moi personnellement, je me dis, je ne pense qu'à la connerie du monde, et puis c'est tout. C'est la conclusion. Guerre, connerie. La patrie, au nom de la patrie, on fait tuer les gens. Voilà. La patrie, c'est l'humanité qu'il faut dire maintenant. La lune trop belle
problème, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit.